mesdames et messieurs, d'être venus présents ici. Alors, c'est dans le cadre des Journées du patrimoine. Et nous remercions la mairie du Passage d'Agen qui nous a prêté gracieusement cette salle pour l'occasion. Bien sûr, nous avons tous en mémoire les conférences de Jean-Marie Catroux. Donc, évidemment, beaucoup d'émotions et une pensée émue pour Jean-Marie qui, pendant plus de 25 ans, a été président de cette association, l'a fait vivre. C'était un puits de science sur l'histoire du Passage d'Agen. Et donc, évidemment, nous rendons hommage à Jean-Marie Catroux. Son épouse, Christiane, n'a pas pu se libérer ce soir et elle vous prie de l'excuser. À partir du travail de Jean-Marie Catroux, dans une première partie, je vais relater quelques éléments d'histoire de notre commune. C'est notamment par ce biais-là de cette première partie que ça rentre dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu, bien sûr, partout en France. Et ces différents éléments que je vais pouvoir vous citer, vous les retrouverez dans les différentes revues que nous avons qui sont en vente à 5 €. Toutes les revues depuis 1990 sont en vente donc pour 5 €. La nouvelle, la dernière étant à 15 €, elle est en couleur, elle est beaucoup plus récente, elle est à 15 €. Je voudrais remercier donc Arlette Fournier, trésorière, tant que j'y suis, Daniel Van Waterloo pour son travail remarquable sur cette dernière revue. Et donc, nous pouvons commencer. Alors, le Passage d'Agen. Alors, ces photos, dans cette première partie, sont des photos que personnellement j'ai prises, donc elles sont libres de droit. J'ai essayé de respecter cela. Donc ici, il y a une vue de la Garonne et du Passage d'Agen depuis le pont-canal. Bon, juste pour dire que le Passage d'Agen est une ville très prisée, où il est agréable de vivre. Et c'est vrai que quand les personnes cherchent des logements, je peux vous assurer que, bien sûr, Agen est demandé, mais ensuite, il y a le Passage d'Agen qui est vraiment demandé. Alors, le blason de la Gascogne. Alors, ce n'est pas le blason de notre commune, mais je vous l'ai quand même mis parce que Jean-Marie Catroux, quand il a créé le blason de notre commune, il s'est inspiré du blason de la Gascogne. Donc, voici le blason de la commune créé donc par Jean-Marie Catroux. Alors, vous remarquez les couleurs qui s'inspirent donc du blason de la Gascogne. Le cri « Ley Gésir Ley », c'est quand il y avait des bateaux qui se croisaient, il y avait un cri qui était dit pour que celui qui monte s'arrête. Celui qui monte le courant s'arrête. Et s'il ne s'arrête, parce que c'est plus facile de s'arrêter quand on monte le courant que quand on le descend. Et donc, si celui qui montait ne se mettait pas contre la terre, contre la rive, et qu'il y avait un accident, eh bien, il allait devoir payer des dommages et intérêts. Donc voilà ce cri que les bateliers émettaient pour justement que celui qui montait se mette côté rive. Alors l'écartelé, le fait qu'il y ait quatre quarts, a été choisi pour représenter les 4 hameaux avec leurs églises. Donc Dolmayrac avec Saint-Urbain, l'église Saint-Urbain, Ganay avec l'église Sainte-Géanne, Le Bourg avec l'église Saint-Joseph et Montbusque avec Notre-Dame de l'Assomption. Alors les couleurs rouge et bleu donc, ainsi que la gerbe d'or sont empruntées au blason de la Gascogne. Alors, bien sûr, vous le savez sans doute, le Passage d'Agen fait partie de la Gascogne. Et la Garonne était la frontière entre la Guyenne et la Gascogne dans un certain temps éloigné. Et donc, le Passage d'Agen, c'était un endroit de passage entre la Gascogne et la Guyenne. Donc nous sommes des Gascons. Je pense que tout le monde le savait. Et le nom Le Passage, dans les travaux, dans les recherches de Jean-Marie Catroux, a été repris pour la première fois dans les commentaires de Blaise Montluc en 1562. Alors, les mariniers assuraient le transport des marchandises sur Garonne entre Toulouse et Bordeaux.
Et au cimetière de Montbusque, ah non, c'est pas ça, il reste d'ailleurs des tombes de mariniers que l'on vous montrera tout à l'heure. Alors, la prochaine diapositive que vous voyez, c'est sur la création de la commune. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant que Jean-Marie Catroux avait déniché également, c'est ce parchemin, enfin cet écrit, qui date de 1795, parce qu'avant la révolution de 1789, il y avait deux paroisses, la paroisse de Montbusque et la paroisse de Dolmayrac. Et en 1795, c'est la création de notre commune. Et alors là, une petite anecdote que j'aime bien raconter. Quand on lit le passage d'Agen, je ne sais pas si vous voyez le titre, le passage d'Agen. Vous le voyez? Et sur la première phrase, la commune du passage comprendra tout le territoire, etc., etc. La population sera de 1988 habitants. En 1795, il y avait 1988 habitants. Presque 2000, nous on est à presque 10 000, on est à 5 fois plus. Bon. Mais alors, regardez bien. L'anecdote, c'est que dans ce texte fondateur de notre commune, il y a déjà l'ambiguïté entre le passage d'Agen et le passage. Et vous savez que pendant une période de 30 ans, entre 1979 et 2009, la commune s'est nommée Le Passage. Et depuis 2009, j'étais d'ailleurs élu à ce moment-là à la municipalité du Passage et j'ai participé au vote pour qu'on revienne à la dénomination Le Passage d'Agen. Donc en 2009, on a changé de nom, on est revenu à Le Passage d'Agen. Sauf que pour la Poste et l'INSEE, on s'appelle toujours Le Passage. Comme quoi, quand dans un texte fondateur qui date plus de 200 ans, il y a déjà une ambiguïté sur le nom de la commune, eh bien, vous voyez, ça persiste encore. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand. Hein. Voilà, et bien voilà, il y a toujours cette ambiguïté entre le passage et le passage d'Agen, mais vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1795. Alors, l'église de Montbusque. L'église de Montbusque, le territoire de Montbusque était le village des bateliers. Alors certes, il y avait une chapelle, la chapelle Sainte-Catherine, aujourd'hui disparue, qui a été érigée en 1676, qui est justement dans la rue Sainte-Catherine, mais elle n'existe plus, ça a été un garage, c'est maintenant privé. Mais la chapelle des bateliers, ça a été la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, que vous voyez ici, de Montbusque. Je remercie Cécile Faget, l'adjointe avec qui on a préparé cette conférence, de venir à notre conférence. Merci Cécile. Donc, les bateliers passageois avaient pour patron Saint-Roch. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé justement du cimetière de Montbusque, qui était le cimetière des bateliers, notamment. Et voici un caveau remarquable. Et c'est vrai que ça serait intéressant de les mettre en valeur au cimetière de Montbusque. Et je sais que la municipalité actuelle est favorable à ce projet. Et donc, je suis sûr qu'on travaillera en collaboration pour que ces tombes, et il y en a d'autres, soient restaurées et soient pérennisées. Bon, l'église de Dolmayrac a été construite au 8e et 9e siècle. Elle a été édifiée sur un site gallo-romain, mais elle a été reconstruite en 1884. Et il y aurait, alors je ne les ai jamais vues, bon, il faut dire que je n'ai pas cherché, les reliques de Saint Athanase et de Saint Urbain. Alors est-ce que quelqu'un a vu ces reliques-là à l'église de Dolmayrac? Je ne suis pas le seul, ok. Mais ça serait intéressant effectivement qu'on creuse cela. Le passage Bourg, donc l'église Saint-Joseph. Alors là, il y a quelque chose... D'abord, je voudrais rendre hommage à un homme qui a été, et je rendrai hommage tout à l'heure à un autre, à un homme qui a été curé de la paroisse entre 1974 et 1991, un prêtre qui était agrégé de philosophie, docteur de l'Institut catholique de Toulouse, docteur d'État, qui était... Cela n'engage que moi.
un saint homme qui accueillait les sans-abri dans son presbytère au 62 rue Gambetta. Un homme qui a consacré sa vie aux plus pauvres. Bien sûr, certains ont compris que je parlais de l'abbé René Bissière. Et c'est vrai que l'année prochaine, on fêtera le 100e anniversaire de sa naissance. J'en profite pour le signaler à Cécile Faget, ici présente. Ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que l'abbé Bissière... je voulais juste vous raconter une anecdote, c'est plein d'humanité. C'est vrai que l'abbé Bissière, il a donné sa vie aux pauvres. Et ensuite, il a été, vers la fin de ses jours, seul, au presbytère de Boé. On lui avait trouvé un local. Et un jour, quand j'allais le voir, il me dit « Christian, tu vois, j'ai tout donné aux pauvres pendant ma vie. Là, aujourd'hui, à mon âge, je ne peux plus. C'est moi qui n'en ai pas assez pour vivre. » Et donc, vraiment, voilà, je voulais ce petit hommage parce que c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. L'église de Saint-Joseph est assez récente. Sa bénédiction a eu lieu le 22 février 1873. Elle a été créée parce que les deux églises de Dolmayrac et de Montbusque étaient éloignées. Et de plus, celle de Montbusque était trop petite. Ceux qui la connaissent à Montbusque, elle est trop petite. Et alors, à un moment donné, eh bien, comme toute construction, on en parlera d'une autre après, qu'est-ce qu'il manquait pour construire l'église du bourg? Il manquait de l'argent. Et la municipalité s'est dit, on va faire une imposition. Sauf que les habitants de Dolmayrac, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils avaient déjà leur église, ils n'en voyaient pas la nécessité. Donc, il y a eu un vote au conseil municipal pour séparer la commune en deux. Vous imaginez? Et à l'unanimité, moins le maire et M. Goux, qui se sont abstenus. Le conseil municipal a voté la scission de la commune, sauf que le préfet a refusé. Donc, vous voyez, on a failli encore être deux communes. Alors, l'église de Ganay, qui est la seule église classée monument historique au passage d'Agen. C'est la plus récente. Ça peut être surprenant, effectivement, que ça soit la seule qui soit classée monument historique, alors que c'est la plus récente. Elle a été consacrée par Monseigneur Johan le 15 mai 1965. Je ne me rappelle plus si j'ai d'autres... Oui, j'ai d'autres diapositives que j'ai prises aussi sur cette église. Alors, vous trouverez dans certaines revues le détail historique sur le bloc, sur le clocher, tout ça. Je ne vais pas faire un rappel exhaustif sur l'église. Ah, je voulais pas celle-ci. Donc, juste quelque chose au sujet de son nom. Elle s'appelle Sainte Jeanne de France. En fait, Jeanne de France, ou de Valois, 1464-1505, était la fille de Louis XI. Bon, elle épousa le duc d'Orléans, qui, devenu le roi Louis XII, la répudia. Tout ça pour dire que ce n'est pas Jeanne d'Arc. C'est donc la fille de Louis XI. Et c'est elle qui fonda l'ordre des Annonciades. Et à Villeneuve-sur-Lot, il y avait le couvent des Annonciades. Et en regardant de plus près, maintenant vous savez que les Annonciades sont parties de Villeneuve-sur-Lot, les religieuses sont parties. Le couvent a été vendu. Il a été acheté par l'enseignement catholique, en fait, qui a mis l'école qui s'appelait avant Jeanne d'Arc. Et bien là, ça s'appelle l'école Jeanne de France. J'imagine que c'est en souvenir des Annonciades qui étaient là et de leur fondatrice, Sainte Jeanne de France. Alors, les 4 ponts. Alors, le pont canal avec ses 2 bassins qui sont inscrits au monument historique depuis peu, 2003-2012. La première pierre a été posée en 1839 par le duc d'Orléans et il fut mis en service en 1849. Alors là aussi, dans les archives, dans les revues de Jean-Marie Catroux, vous trouverez beaucoup de détails.
Le seul point que je voudrais... le pont canal. Oui, le pont canal. C'est en 3e position, mais je commence par celui-ci. Donc le pont canal, il a été mis en circulation donc en 1849 et la ligne de chemin de fer Bordeaux-Toulouse a été mise en circulation en 1857. Tout cela pour dire que cette balade magnifique pour l'Agenais aurait très bien pu ne jamais exister, le pont canal aurait pu ne jamais exister parce qu'il a été en concurrence ensuite avec les chemins de fer. Et donc, si les chemins de fer avaient existé 50 ans plus tôt, eh bien sûrement qu'on n'aurait jamais créé le canal latéral de Garonne, puisque ça n'aurait pas été judicieux. Donc, vous voyez, chaque fois que j'y passe, je me dis, ben, heureusement que les chemins de fer ont été quand même un petit peu après, quand même. Ça aurait été dommage, non, vous ne croyez pas? Ensuite, le pont de Pierre. Alors, le pont de Pierre, le premier pont date du XIIe siècle avec Richard Cœur de Lion. Mais il a été détruit par de nombreuses crues. Et ensuite, il a fallu attendre Napoléon Ier, qui est venu à Agen d'ailleurs, pour qu'il signe, en date du 30 juillet 1808, un décret pour construire un nouveau pont. 1808. Il a été mis en circulation en 1827. Il a fallu 19 ans. Vous voyez, hein, il n'y a pas que de nos jours qu'on met un peu de temps pour construire des ponts. Il a été construit entièrement en pierre, d'où son nom, pont de Pierre. Et en 1970, bon, c'est très récent, vous le savez, il a été détruit. Et c'est un pont en béton, mais on l'appelle tout le temps, bien sûr, pont de Pierre. La passerelle Michel Serres. Alors, la passerelle Michel Serres date donc du milieu du XIXe siècle. C'est Louis-Philippe qui a souhaité donc cette construction entre 1838 et 1839, mais il y a eu en 1840, quand elle a été testée, il y a des personnes, une vingtaine de personnes qui sont tombées dans la Garonne. Bon, il a fallu la restaurer, 1862, etc. Et 2002, elle a été rénovée parce qu'on avait peur qu'elle ne réponde pas aux normes de sécurité. Et là, je voudrais rendre hommage à cette association, la Passerelle, de Christiane Catroux, l'épouse de Jean-Marie Catroux. C'est vrai qu'il a fallu la mobilisation de l'association et de beaucoup d'Agenais et de Passageois pour être sûr qu'on la restaure. Et c'est vrai que lorsque des hommes et des femmes s'allient, se réunissent pour un projet, c'est quand même important, ça permet de faire aboutir. Le pont de Beauregard, il a été créé dans les années 80, au moment des voies sur berge côté Agen et côté Le Passage. Et maintenant, on espère, alors il n'est pas noté encore, on espère le pont de Caméla, qui permettra de désengorger les deux ponts et donnera un accès depuis Villeneuve à la nouvelle sortie d'autoroute. Alors, petite anecdote, j'aime bien les anecdotes, le pont de Caméla, il a été initié en 1996. Et on l'attend pour 2023. Vous voyez, normalement c'est 2023, hein, si tout va bien. Durée, 27 ans. Eh bien, Jean Castex, quand il est venu à Agen le jeudi 29 juillet dernier, à la salle des illustres, à la mairie d'Agen, il a parlé de cette durée. Il a dit, bon, ben, ça a duré 27 ans, voilà. Bon, il ne savait peut-être pas l'information historique, même s'il s'était renseigné, parce qu'il a donné certaines informations historiques quand même, Jean Castex. Bon, il ne savait peut-être pas que, au temps de Napoléon, ça avait duré entre 1808 et 1827, 19 ans. Hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on met du temps. On n'avait pas de pont entre le XIIIe siècle et 1800. Voilà. Pendant plusieurs siècles, on n'avait pas de pont, alors. Hein. Donc voici le pont canal dont je vous ai parlé. Alors, la passerelle, donc ça c'est une aquarelle de M. Chevalier. Donc là, c'est la passerelle comme elle existait avant. Donc c'est vrai que peut-être qu'on a déjà un peu oublié. Et là, c'est la passerelle actuelle qui a été dessinée par M. Castin. Chatin. Claude Chatin. Claude Chatin. C'est la première, donc c'est moi qui l'ai, et la deuxième, c'est Daniel qui me l'a passé. Et donc,
voici la passerelle. Alors, ça c'est une photo que vous trouverez aussi dans les archives de Jean-Marie Catroux. C'est une photo sur le passage plage. Voilà. Alors actuellement, c'est Agen-Plage, en face Passe-Ligne au mois d'août. Vous avez, j'imagine, que vous êtes baignés, donc, toutes et tous, au mois d'août, devant Passe-Ligne à Agen-Plage. C'est vrai que c'est une bonne initiative, je reconnais, de permettre de renouer les habitants à Garonne. Je pense qu'effectivement, c'est bien. Mais voyez, avant, il n'y avait pas besoin d'opérations spéciales. Je sais que ma mère se baignait dans la Garonne, à la Grande Pêche, et d'autres aussi. Et donc, dans les documents de Jean-Marie Catroux, vous trouverez cela. Alors, c'est vrai que Garonne a été la richesse de la Genée. Elle a été pendant longtemps un fleuve navigable. Ça a permis d'amener justement les pruneaux à Bordeaux, d'où les pruneaux d'Agen, évidemment, même s'ils sont cultivés à Villeneuve-sur-Lot, pardon pour Villeneuve-sur-Lot, hein, mais bon, comme c'est nous qui faisions le transport, hein, pruneaux d'Agen. Ces berges ont été occupées depuis l'Antiquité. Les Nithiobriges habitaient donc notamment l'Ermitage. Et avant la construction de la digue et des voies sur berge, Garonne était près des habitants. Et c'est vrai qu'on a coupé, à cause des digues et de la construction de la voie sur berge, on a coupé les habitants de Garonne. Maintenant, on peut comprendre aussi, les digues ont bien été utiles lors des dernières inondations. Hein, donc je ne fais pas de parti pris là-dessus. Hein. Les digues ont été utiles, bien entendu. Néanmoins, Michel Serres, Laure Michel Serres, donc, que vous connaissez tous, un Agenais, académicien, qui est décédé il y a peu de temps, et c'est pour ça que la passerelle porte son nom, la passerelle Michel Serres, puisqu'il habitait à Agen, pas très loin, entre la passerelle et le pont de Pierre, si je ne me trompe pas loin du pont de Pierre, je crois. Et donc Michel Serres avait regretté effectivement en son temps que l'on coupe ainsi les Agenais et les Passageois de Garonne. C'est vrai que de nombreux corps de métier ont été en lien avec elle. Il y avait les bateliers, donc je vous ai dit, pour amener évidemment notamment les marchandises, le vin, les pruneaux, etc. Il y avait les pêcheurs de saumon, d'alose. Bon, je ne vous en ai pas parlé là aussi, mais il y aurait de quoi dire. Les anguilles, les esturgeons, l'emploi, truites de mer. C'est vrai que Garonne était aussi source de revenus pour les dragueurs. La famille de Michel Serres était d'ailleurs des dragueurs, me semble-t-il, pour récupérer le gravier du fleuve. Oui, c'est le cas d'ailleurs, le père de Michel Serres. Et les agriculteurs. Moi j'habite la plaine fertile de la vallée de la Garonne. Mon grand-père était agriculteur justement dans cette vallée de la Garonne. Et c'est grâce aux alluvions, aux inondations, que effectivement cette plaine était fertile. Et à un moment donné, Agen a été considérée comme la ville la plus inondable de France. Et dans une revue, vous trouverez les différentes crues depuis le Moyen-Âge, des crues qui ont été exceptionnelles. Alors c'est vrai qu'on retient celle de 1875, 11,75 m, celle de 1930, 10,86 m, celle de 1952 que certains ont connue, 10,55 m. Alors c'est vrai que la digue maintenant elle protège une partie du territoire de notre commune, mais elle ne protège pas contre ces crues exceptionnelles. D'ailleurs si vous allez à la passerelle, vous voyez le niveau des crues et ça passe au niveau de la digue. Ces crues exceptionnelles, ces digues sont vraiment très utiles pour les différentes crues que nous avons actuellement. Mais bien sûr, une crue exceptionnelle, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, la crue de 1952, quels sont ceux qui s'en souviennent de cette crue historique de 1952? D'accord. Et donc, effectivement, là, tous les moyens étaient bons pour sauver son bétail et pour sauver mon grand-père à déménager ses vaches de Garonne jusqu'au niveau du canal pour les sauver. Donc ce sont des anecdotes que beaucoup connaissent. Je vais dans quelques secondes clôturer cette première partie. J'avais dit une demi-heure, j'ai tenu promesse.
Et pour terminer, une petite anecdote que je voudrais citer sur Garonne. Parce que c'est vrai que l'histoire du passage d'Agen est intimement liée à Garonne, que l'on personnifie, on dit Garonne et non pas la Garonne évidemment. C'est un sacrilège de dire la Garonne. Et je voudrais citer Michel Serres pour conclure. Je vais conclure par cette phrase. Michel Serres, membre de l'Académie française, historien des sciences notamment, voilà comment il parlait de Garonne. Je m'excuse par avance auprès de certaines âmes sensibles. Pardon, c'est Michel Serres. On l'appelait la garce et la pute, car elle nous emmerdait le plus souvent, mais on l'aimait d'amour. Il n'y a pas de doute, c'est la maman et la putain. Merci.